Bonjour à tous, bonjour à notre invité, Philippe Bonjour. Naillet, Bonjour député de la Abdullah. première circonscription. On est ravis, de vous accueillir, sur cette chaîne, de Acro, TV, qui est en fait une chaîne qui permet de décrypter, l'actualité sociale, économique et financière. D'abord générale, mais surtout qui touche, La Réunion et donc, on est ravis de vous accueillir dans les locaux de CroRéunion pour, cette première. Avant peut-être de poursuivre notre échange, on voudrait, si vous le permettez, vous demander de vous présenter, Philippe Naillet. Oui, bonjour Abdullah Lala. D'abord, merci de cette invitation. Alors me présenter, moi je suis Philippe Naillet, je suis le député de la première circonscription de La Réunion. C'est la ville de Saint-Denis, on va dire, cette circonscription sans sa partie est, c'est-à-dire le Chaudron, la Bretagne et Domingo. Et au sein de l'Assemblée nationale, je siège au sein de la commission des affaires économiques. Alors justement, vous parlez de l'Assemblée nationale, je crois que tout le monde, sait qu'aujourd'hui, on a une échéance très importante pour la nation, qui est celui de l'adoption du budget, de ce qu'on appelle la fameuse loi de finances. Alors beaucoup de spécialistes nous en parlent, mais ça serait peut-être intéressant, pour nos auditeurs de préciser un petit peu où on en est et quel est, le processus d'adoption de cette loi de finances. Oui, vous avez raison, c'est un moment important dans le débat parlementaire puisque nous avons le projet de loi de finances qui concerne le budget de l'État, mais nous avons aussi le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc, on va commencer par le projet de loi de finances. Il a été débattu en commission des finances, forcément. Il n'a pas été adopté en commission des finances. Il est depuis vendredi maintenant en débat en séance. Moi, je serai à l'Assemblée nationale dès demain matin puisque je ferai la deuxième partie, puisqu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Nous serons directement concernés, notamment par l'article 7 Mmh. du projet de loi de finances. Donc, projet de loi de finances cette semaine, poursuite des débats au sein de l'Assemblée nationale. Derrière va s'embrayer le débat sur le projet de loi de finances de sécurité sociale qui, lui, est en commission des affaires sociales puisqu'il a pris un petit peu de retard. Vous savez, suite au choix du Premier ministre de mettre une lettre, d'adosser au PLFSS une lettre rectificative pour la suspension de la réforme des retraites, ben, il y a eu une obligation, c'était de refaire passer tout cela en conseil des ministres jeudi, donc ça a un peu décalé le débat sur le PLFSS. Donc voilà, ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous regardent, et c'est très important, c'est que le débat, il est limité aussi par le temps, c'est-à-dire que nous avons 70 jours pour débattre. Quand je dis 70 jours, c'est 50 jours pour l'Assemblée nationale, 20 jours pour le Sénat, pour pouvoir débattre, voter le PLF. Sinon, le gouvernement utiliserait l'article 47, c'est-à-dire qu'il procéderait par ordonnance, avec avant ce qu'on appelle une loi spéciale, parce qu'il faut quand même que ne serait-ce que les fonctionnaires, quelques engagements de l'État puissent être honorés. Ça, c'est l'objet de la loi spéciale. Ordonnance, D'accord. et si jamais c'est rejeté, voilà un peu comment Alors, est la procédure. justement, le Premier ministre actuel s'est engagé à ne pas utiliser, le passage en force, le fameux 49.3 de la Constitution. Ça veut dire qu'il y a un débat, qui s'engagera et qui doit aller jusqu'au bout et est-ce qu'on peut justement revenir sur les grands enjeux? Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, c'est un peu un concours Lépine, de la mesure, et j'ai l'impression que, ça ne va pas s'arrêter. Donc, quel est votre sentiment sur, aujourd'hui les mesures que vous proposez en qualité de représentant, ici du groupe, socialiste? Mais plus globalement, comment vous sentez un petit peu les choses dans les jours qui viennent? Alors, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est de dire qu'aujourd'hui, à juste titre, la France a une dette d'un peu plus de 100 de son PIB, un peu plus de 3 100 milliards d'euros. Les intérêts de la dette, c'est chaque année, à peu près, en tout cas pour cette année, 50 milliards d'euros. Donc chacun comprend bien que ce sont des sommes importantes, importantes, très importantes. C'est ça l'enjeu. Alors, lorsqu'on a dit ça, c'est de regarder comment on fait. Et nous, notamment les députés socialistes, mais nous ne sommes pas les seuls dans le pays à le dire, c'est que c'est pas forcément une question de dépenses, c'est d'abord une question de recettes. C'est d'abord une question de recettes. Et quand je dis ça, c'est pas moi qui l'affirme comme cela, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes qui dit que les choix fiscaux qui ont été faits depuis 2017 privent chaque année
l'État français de 60 milliards d'euros. Donc, oui, il y a probablement quelques économies à faire, mais il y a surtout une réorientation de la fiscalité à faire. Non pas faire payer plus d'impôts, mais réorienter la fiscalité pour corriger effectivement ce manque à gagner de 60 milliards d'euros. Et c'est-à-dire concrètement, regarder là où certains, ceux qui ont été épargnés jusqu'en 2017, eh ben, qu'ils fassent l'effort. Parce que le sentiment, et je crois qu'aujourd'hui, quel que soit le bord politique, il y a quelque chose qui est devenu insupportable, c'est que on ne peut pas demander les efforts toujours aux mêmes, c'est-à-dire qui? C'est-à-dire les petites entreprises, les collectivités, les demandeurs d'emploi, les malades, toujours à eux qu'on demande les efforts et épargner toujours les mêmes. Toujours les mêmes, c'est qui? C'est les très, très, très grandes entreprises, je ne parle pas des petites entreprises, ce sont les très, très riches. Donc voilà, à mes yeux, le sens du débat. Alors, j'ai vu que les députés ont voté, le maintien ou la prorogation, de ce qu'on appelait la, contribution différentielle sur les hauts revenus, qui a été mis en place, l'an dernier et qui concerne effectivement des gens qui ont plus de 250 000 € de revenus pour un célibataire et qui permet de payer un minimum de 20. Donc ça va dans le bon sens et ça permet, quelque part de faire entrer, des recettes, nouvelles. Sur la surtaxe des grandes entreprises, je crois qu'il y a eu aussi, des avancées. Mais là, on va rentrer, je crois cette semaine, monsieur le député, dans le vif du sujet avec cette fameuse taxe Zuckman, hein. Je crois que c'est un économiste qui est maintenant très connu à Absolument, l'opinion et que tout le monde connaît. Raphaël Zuckman, il s'appelle comme ça. Alors oui, c'est vrai. et donc cette taxe Zuckman, elle a 2 versions. J'ai l'impression qu'il y a la version un peu, on appelle lourde et puis la version légère. Alors quelle est aujourd'hui et que vous pensez-vous, qui sortira du chapeau du magicien? D'abord, je voudrais juste revenir Oui. sur un point que vous avez évoqué, monsieur Abdoulalala, à juste titre, c'est la contribution différentielle sur les hauts revenus. Il faut le dire, ce n'est pas un impôt nouveau. D'abord, il faut rappeler ça. Ce n'est que la prolongation d'un dispositif qui existait déjà et il y a un amendement qui est passé qui dit qu'on va le proroger jusqu'à que le déficit atteigne 3%. Donc, ce n'est pas une nouveauté. C'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que sur la taxe, les 2 que vous évoquez, il faut regarder dans le détail parce que c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, vous connaissez ces sujets beaucoup mieux que moi. Il faut voir qu'est-ce qu'on met là-dedans. Parce que, quand je lis vous avez cité Gabriel Zucman, quand je lis Zucman, Zucman dit que cette taxe-là, c'est la taxe sur les holdings et tout ça. Il dit: «Cette taxe-là, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, elle ferait en sorte que 95 de la fortune des très, très riches ne serait pas concernée». Donc il faut regarder. Alors, il y aura effectivement, le débat sur la taxe Zucman. Aujourd'hui, je l'ai dit au départ de mon propos, aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, du politique, c'est la justice fiscale. Vous le voyez bien, le 18 septembre, il y a eu 1 million de Français, dans la rue et la première revendication, c'est la justice fiscale. Vous l'avez dit également, aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas experts ont compris de quoi il s'agit, la taxe Zuckman, taxer 2 à partir de 100 millions d'euros de patrimoine. Donc on verra, comment, va se dérouler le débat sur la taxe Zuckman. J'ai noté quand même qu'en commission, les macronistes et le Rassemblement national, sans faire de petite politique, c'était absolu, n'ont pas voté pour la taxe Zuckman. Ce qui veut dire que en séance, le débat, il va être quand même, compliqué. Il va être compliqué parce qu'il y a ceux qui proclament la justice fiscale, mais qui au dernier moment font marche arrière et ceux qui sont pour la justice fiscale, c'est-à-dire nous, qui voteront, qui appuieront la taxe Zuckman. On va voir. La taxe Zuckman, c'est à peu près 15 milliards d'euros de Dans sa mémoire. version lourde, mais Dans j'ai entendu aussi 7 milliards si on allégeait un peu, donc ça dépend effectivement de là où on place au curseur. Ça va dépendre de Il y là aura un où compromis avec le gouvernement, vous pensez? ce qu'il faut aujourd'hui, encore une fois, c'est de trouver un compromis pour une réorientation de la fiscalité, pour que l'effort on ne peut pas dire aujourd'hui: «On ne taxe pas les super riches». Enfin, peut-être pas si on n'arrive pas à la taxe Zuckman, mais au moins un minimum et en même temps doubler les franchises médicales. Je veux dire, personne ne comprend ça. Vous ne pouvez pas demander aux malades de payer
1 € de plus sur la boîte de médicaments, 2 € de plus lorsqu'il va consulter son médecin et 4 € de plus pour les transports sanitaires. Et en même temps, vous ne faites rien de l'autre côté, vous continuez à exonérer, à favoriser les très très riches. Donc on va voir s'il y a un compromis sur le sujet. La question va arriver dans les heures prochaines. Alors, on est à La Réunion, vous savez que, nous faisons partie de l'UNAPEL ici, nous sommes dans les locaux d'ailleurs de l'UNAPEL, l'Union des professions libérales, qui représente l'ensemble des professionnels libéraux installés sur le territoire et indirectement, nous sommes aussi membres de l'UDP, l'Union des professions de proximité, c'est-à-dire, en gros, les très petites entreprises du territoire. La question que j'ai envie de vous poser ce matin, elle concerne surtout notre territoire de La Réunion, où, vous connaissez la situation mieux que moi, une situation économique catastrophique avec un nombre de dépôts de bilan, notamment des petites entreprises dans le bâtiment, l'artisanat qui a explosé. Dans ce contexte-là, moi j'ai peur que l'outre-mer, ne soit le dommage collatéral de tous les débats dont on parle, la taxation des riches. Alors j'ai entendu qu'on allait préserver, certaines niches fiscales, je pense au crédit d'impôt recherche, qui, coûte quand même plus de 7 milliards au budget de l'État. Et puis de l'autre côté, on dit, ben, le crédit d'impôt outre-mer, les mesures de soutien, à l'emploi ultramarin, qui coûtent, je dirais entre 1 et 1,3 milliard seraient, rabotées, voire même amputées. Et ça, dans le contexte actuel et j'ai envie de vous poser la question avec, une nouvelle ministre de l'outre-mer, qu'on ne connaît pas très bien, mais qu'on souhaite mieux connaître, avec le poids qu'elle a, est-ce que vous pensez que l'outre-mer ne va pas passer à la trappe? Alors, vous avez raison quand même de rappeler les éléments de contexte. Là aussi, vous les connaissez mieux que moi. Vous avez parlé des défaillances d'entreprise. Je profite, je donne un chiffre pour celles et ceux qui nous regardent. C'est 1130 défaillances d'entreprise en 2024 à La Réunion. C'est plus 29,5% par rapport à 2023. Donc, c'est un niveau record de défaillances d'entreprise. D'autres secteurs d'activité, le bâtiment, les travaux publics, qui pour la première fois est passé sous la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires, pour la première fois quand même. Donc on voit bien qu'on est dans un contexte extrêmement fragile, parce que quand l'économie ne va pas, et ben derrière, ce sont les emplois qui sont impactés. Voilà, donc tout ça n'est pas très bon. Alors, il y a aujourd'hui effectivement 2 dispositifs, qui ne sont sérieusement remis en question. Oui, je dis bien sérieusement remis en question. Dans le projet de loi de finances, c'est l'article 7 avec, tout ce qui est aide à la défiscalisation pour faire court, où il y aurait un coup de rabot, plus qu'un coup de rabot, un coup très fort de plus de 400 millions d'euros. Je rappelle quand même, et là je parle sous votre contrôle monsieur Lala, je rappelle quand même que l'aide à la défiscalisation, c'est pour permettre à des entreprises, Oui. d'investir, de se D'ailleurs, on dit bien développer. l'aide à l'investissement. L'aide à Voilà. l'investissement, se développer, renouveler du matériel, faire de l'investissement, innover, et cetera. Donc générer quelque part de l'activité économique. Donc article 7, aujourd'hui, coûte rabot 400 millions. Dans le projet de loi de finances sécurité sociale, article 9 de mémoire, article 9, là, ce sont les exonérations de charges qui seraient remises en question avec, pour faire court, un recentrage sur les bas salaires, un peu plus de 300-350 millions d'euros de coûts. Donc, qu'est-ce qu'on va dire au ministre? Puisque ça tombe bien, je vous donne une exclusivité. On voit la ministre des Comptes publics et la ministre des Outre-mer mercredi après-midi à Bercy à 16h45. Nous allons leur dire 2 choses très simples. Ce que j'ai dit, il y a un instant, c'est-à-dire qu'on a un contexte économique aujourd'hui qui est extrêmement, fragilisé avec les défaillances d'entreprises, les difficultés que nous rencontrons. On ne peut pas remettre actuellement en cause ces dispositifs-là, parce que ce ne sont pas des faveurs qu'on accorde au monde économique ultramarin. Il s'agit tout simplement d'accompagner, de soutenir l'activité économique dans des territoires où la réalité est différente que celle qui existe dans l'Hexagone. Il y a l'insularité, il y a la distance, il y a la taille du marché, c'est tout ça. Voilà. Et surtout, il y a les indicateurs socio-économiques qui sont dégradés. Nous n'avons pas le même niveau de chômage que l'Hexagone. Nous n'avons pas le même niveau de pauvreté que l'Hexagone. Nous n'avons pas le même tissu économique. Je parle sous votre contrôle, 90% de nos entreprises sont de très petites entreprises ici. Donc,
C'est ce que nous allons dire à la ministre, c'est qu'il ne faut pas remettre en cause ces dispositifs-là qui doivent d'abord servir le tissu économique, servir les plus petites entreprises de notre territoire. Tout à fait. S'il y a des choix et ça sera peut-être le mot de la fin, hein, surtout parce que je pense que en tant que député de la République et de la Réunion, vous devez être aux avant-gardes de ce combat pour le territoire, en tout cas réunionnais. C'est dire que effectivement la situation des très petites entreprises, elle est extrêmement difficile, vous l'avez rappelé. On a une conjoncture économique qui est pas bonne. On a effectivement des chefs d'entreprise qui vivent dans l'angoisse. Et les annonces, qui sont faites, ne sont pas bonnes. On a besoin de visibilité, on a besoin de stabilité et aujourd'hui, débrancher les traitements, dont a besoin l'outre-mer, c'est, priver le malade de son traitement et donc nous comptons sur vous, peut-être, pour être, cet ambassadeur de nos entreprises puisque, je crois qu'en plus on est, à un moment où, pour une fois, la parole de l'Assemblée nationale est extrêmement importante, monsieur le Absolument. député. Et donc, nous espérons effectivement que ce message-là, que vous entendez maintenant du territoire, vous le portez à Paris, mercredi auprès des ministres que vous verrez. C'est un message que j'ai bien entendu et c'est un message que je porterai dans les prochaines heures. Merci Voilà. monsieur Lala, merci de Merci l'invitation. monsieur le député. Bah, écoutez, on arrive à la fin, de notre moment d'échange et merci encore à vous pour nous avoir permis de mieux comprendre, et de nous éclairer sur les tenants et les aboutissants de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Et puis, bah, peut-être que vous viendrez nous voir une fois que Après. ce projet de loi sera adopté pour nous en faire peut-être un service après-vente. Merci à vous et puis bon courage à tous et puis bonne journée à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, merci à vous.